impérativement souligner. Alors évidemment, le problème majeur du safe space, à mon avis, et c'est mon 3e point, après j'en ai plus qu'un dernier, puis je vous laisse tranquille, en relisant hier des documents là-dessus, je lisais une métaphore qui me plaisait beaucoup. Pour ceux qui font des sports de combat, c'est celle du shadowboxing, donc, ou même du sac de frappe. Donc vous répétez vos mouvements, soit sur un sac de frappe, soit devant un miroir. Donc vous répétez vos mouvements, vous répétez vos mouvements, vous répétez vos mouvements. Sauf que le jour où vous arrivez en compétition, en combat, c'est plus du tout ça qui se passe. Vous avez un adversaire en face de vous, les sacs de frappe ne rendent jamais les coups, les adversaires oui, et donc vous devez absolument tout d'un coup travailler différemment tout ce que vous avez travaillé. C'est un petit peu la même chose, je trouve, pour le dialogue et les débats dans un espace. Si jamais, finalement, vous n'avez pas d'adversaire avec qui vous confrontez votre point de vue, vous avez un discours qui est circulaire. Vous n'avez jamais d'opposition dans vos arguments et vous perdez votre capacité d'adaptation en société à des idées nouvelles et même, je dirais, à des idées qui potentiellement peuvent vous faire sortir de vos zones de confort et conduire à du progrès. Et donc, moi, ce qui, non pas me dérange, mais qui, à mon avis, doit être une réflexion à porter sur la question du safe space, c'est dans quelle mesure est-ce que ne jamais être exposé à des discours qui nous déplaisent ne devient pas à terme problématique, même pour celui qui s'en protège. Alors après, il y a évidemment des limites, et la métaphore, elle a ses limites, c'est que ça ne signifie pas qu'il faut être exposé qu'à des propos blessants systématiquement. Mais je pense que ça, c'est important. C'est important aussi de se poser la question, est-ce que c'est efficace de faire taire certaines voix? Ça, je pense que c'est majeur. Le mouvement antifasciste part du principe qu'on ne peut pas discuter avec le fascisme, mais qu'il faut le détruire. Et donc il n'y a pas de dialogue possible, ni avec les gens qui sont racistes, ni avec ceux qui tiennent des propos haineux ou violents. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est une posture. Ce n'est pas nécessairement celle que moi j'ai, mais souvent, ce qui se passe quand on fait taire, et on l'a bien vu notamment ici au Québec, quand on fait taire des conférences de gens de la droite identitaire, par exemple, sur certains campus, ils s'en servent après sur d'autres tribunes pour se placer en victime et en disant « Regardez !» Et là, on dit tous, ah oui, c'est quand même vrai que c'est épouvantable, l'extrême gauche empêche la droite de parler, etc. Alors que ces tribunes-là, ailleurs, ils les ont pleinement. Ils les ont pleinement. Encore une fois, je répète, sur certaines radios, dans certains journaux, etc., etc. Mais cette question de l'efficacité, elle est importante. Alors, en guise de conclusion, oui, l'autocensure, je pense, est un risque. Il est un risque pour tout le monde, et souvent d'ailleurs l'autocensure est un processus beaucoup plus insidieux que le fait de brimer la liberté d'expression, parce qu'à la fin il est intériorisé. Donc on n'a même plus l'impression que notre liberté d'expression est brimée, on finit par intérioriser un discours politiquement correct. Et ça, je pense qu'effectivement, dans une société comme la nôtre, qui a mené de hautes luttes des combats pour pouvoir exprimer des opinions, qu'il y ait des points de vue qui se confrontent, c'est un risque réel. Alors Comment est-ce que concrètement on peut concilier la liberté d'expression, le respect et l'ouverture? Je n'ai aucune réponse à cette question. Je pense que c'est une question qui est extrêmement ouverte. C'est ça? Si des propos blessants sont tenus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'idée d'une plainte à la direction d'un département est souhaitable, à l'ombudsman est souhaitable? Je ne le sais pas. Donc, en fait, à mon avis, on est quand même aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais en introduction, à une forme de carrefour où il faut réapprendre le dialogue social, où il faut réapprendre le débat, un débat éclairé, rigoureux, parce que sinon, effectivement, on risque d'accroître les polarisations sociales. Et là, il y a des gros dossiers qui s'en viennent dans les prochaines années qui vont exacerber les tensions et qui vont exacerber les polarisations sociales. Mais je pense qu'il faut vraiment le penser dans un contexte qui est beaucoup plus global. Donc voilà pour les petits éléments que je voulais aborder avec vous. Je n'ai pas tenu 10 minutes, hein, c'est sûr. On n'avait pas beaucoup d'attentes en cette matière. La parole est donc à vous, parce que le danger, c'est que je reprenne la parole ou que le professeur Morin reprenne la parole. Et là, c'est le plus gros danger, à la limite, à votre liberté d'expression. Donc, si on fait ça à la bonne franquette, je ne sais pas exactement ce que c'est une franquette, mais on fait ça librement, d'accord? Donc, est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir? Oui. Un petit... Et je peux vous dire en continuant que les politologues
On a une belle habitude d'argumentaire. Ça épuise même les conjointes d'un party de Noël, sachez-le. Donc, on est pro-discussion, même si on ne s'entend pas toujours. S'il vous plaît. Ah, ici, à l'avant. Non, non, juste parler dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce que l'École de politique appliquée avait pensé à des solutions concrètes vis-à-vis ces plaintes-là au premier cycle, deuxième cycle? C'est une excellente question parce qu'au moment où j'avais reçu plusieurs commentaires, j'avais amené ça lors d'une rencontre de toutes les directions départementales pour voir s'il n'y avait que chez nous. Parce que si ça avait été juste un problème de politologue, je veux dire, on n'en jaserait pas, là. Les politologues ont juste à s'entendre ensemble, puis voilà. Et c'était varié selon les départements, donc tout le monde ne vivait pas ce questionnement-là de la même façon, mais une des solutions, entre guillemets, qui était ressortie, qui au début, j'avais trouvé un peu troublante, je vous expliquerai pourquoi, mais que finalement, je l'ai adoptée. Une des solutions qui avait été présentée, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait un collègue d'un autre département qui disait depuis quelques années, systématiquement au début de chaque cours, et pas de chaque séance, là, mais de chaque cours, au début de la session, je rappelle ce qu'est la mission de l'université. Puis pourquoi est-ce que ça m'avait heurté? C'est parce que je me disais, sérieux? Parce que vous êtes à l'université, là. Je veux dire, vous savez toujours bien que l'université a une mission de développer le savoir solide, mais peut-être que non. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qu'on prend pour acquis et qui n'ont pas suivi. Et donc, effectivement, je me suis mise à faire ça et à rappeler, moi, au début d'un cours, ce que ça voulait dire être à l'université et quelle était la mission de l'université, puis où je présentais, donc, comment ça... Là, je parle en classe, là, donc, ce que ça pouvait vouloir dire. Peut-être que pour certaines personnes, ça a atténué le sentiment de... je me sens attaquée par certains propos qui sont présentés parce qu'ils sont mis en contexte. Je ne le sais pas, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui, depuis, ont émergé au-delà de ça, là, tout à fait. Puis, j'ai des collègues qui continuent de dire, plutôt que de me faire traiter de, je préfère me taire. Donc, c'est pas, cette solution-là est clairement pas à toute épreuve. S'il vous plaît. Merci pour poursuivre sur l'idée que tu soulevais, dans le fond. Un des problèmes que je vois avec ça, potentiellement, c'est que c'est pas nécessairement tout le monde qui s'entend sur cette mission-là. Certains vont dire que la mission, ça va être de développer les connaissances, et la plupart des enseignants universitaires vont dire, ben oui, c'est ça la mission de l'université. Mais d'autres personnes peuvent dire, oui, mais fournir une expérience satisfaisante, c'est super important, donc d'avoir le safe space. Et pour certains, peut-être que le safe space est plus important que le développement des connaissances. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui hiérarchise les priorités au même endroit. Mais tout à fait. Et c'est là tout le dilemme quand on part de l'abstrait. C'est-à-dire que je trouve ça le fun de dire que la liberté d'expression, je pense que c'est Chomsky, le dernier que j'ai lu, qui disait la liberté d'expression, c'est en fait de permettre l'expression des opinions qui nous répugnent. Ça, théoriquement, c'est super beau dit comme ça. OK. Puis là, dans nos salles de classe, puis dans nos conférences, puis jusqu'où on va dans cette... Ben oui, il n'y a pas de doute, là. Puis clairement, on a de nos étudiants, puis j'aimerais ça vous entendre sur ça, on a de nos étudiants qui considèrent l'université comme un safe space, qui ne veulent pas se faire dire des choses, qui ne veulent pas entendre des choses qui les heurtent. Je pense, d'expérience, là, j'ai pas d'enquête statistique, je pense que c'est une minorité. Je le croirais, mais ils sont là, ils sont dans nos classes. Et ça fait que certains collègues s'autocensurent pour ne pas heurter ces gens-là. Et je suis pas convaincue. En fait, non, c'est pas une question de ne pas être convaincue. Je pense que ces collègues-là ont tort. Parce que donc, ils ne font pas bien leur travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller du côté des discours haineux. Mais si je tais une partie des connaissances que je juge
que l'étudiant devant moi doit avoir accès à ces connaissances-là pour être compétent, pour être... alors, je ne fais pas bien mon travail. Si je peux prendre la parole aussi, ben, effectivement, puis les gens qui réclament ce safe space-là sont aussi des gens qui sont souvent plus mobilisés, puis qui parlent plus, qui vont attirer plus l'attention. Fait que c'est probablement une minorité, mais qui parle beaucoup, puis qu'on entend beaucoup. Donc, c'est sûr qu'ils ont une place là, importante dans les discours. Il y a aussi le point de vue que vous venez juste d'aborder sur l'autocensure. Même chose du côté des étudiants et étudiantes, des peurs des répercussions. Ils disaient, ouais, mais si je dis ça, je vais avoir des répercussions, puis c'est encore plus vrai pour les étudiants internationaux. Mais là, je suis sur visa d'études. Si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Si mon prof ne veut plus m'encadrer parce que je ne suis pas d'accord avec lui, ben là, il ne m'encadre plus, ben là, je perds mon diplôme, je retourne dans mon pays. Donc, tout ça, c'est un point de vue qui est très partagé par l'ensemble de la communauté. Puis, il y a aussi dans les débats de safe space puis de la polarisation, comme professeur Morin en parlait, c'est que le débat devient souvent personnel. Les gens ont de la difficulté à rester sur l'idée et souvent, on va attaquer la personne directement en la catégorisant dans une catégorie très peu nuancée parce que souvent, ce qu'on connaît de cette personne-là, c'est les 3 phrases qu'elle a marquées sur Facebook. Puis toi, tu décides que cette personne-là est uniquement une personne qui est raciste, transphobe, sexiste, peu importe, sur 3 phrases qu'elle a écrites dans sa vie. Puis là, ça vient polariser parce que là, bon, je veux plus t'écouter, je te bloque, je reporte ton post. Fait que justement, tu construis une coquille en te protégeant des discours que tu veux pas, mais je suis totalement d'accord aussi que ça faut qu'il y ait un sens aussi à ce qui est dit. Ça peut pas être un discours qui est haineux juste pour le fun d'être haineux. Tu peux pas lancer quelque chose dans le seul but de blesser quand il n'y a pas de fond puis de débat à avoir. C'est juste une opinion blessante. C'est différent que d'avoir un débat d'idées qui me choque. Ça, là-dessus, je pense que c'est important de faire la nuance. Mais pour moi, il y a quelque chose, puis là, peut-être que c'est les médias sociaux, il y a quelque chose qui est nouveau. Moi, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke depuis 2001. Voilà, c'est tout. À chaque fois que je le dis, ça me semble vraiment depuis longtemps, mais depuis 2001. Et j'enseigne en politique. Donc, vous imaginez bien que depuis 2001, je suis confrontée à des gens qui me disent, dépendamment de où ces étudiants-là logent, quand ils ne sont pas d'accord avec moi et que je ne suis pas d'accord avec eux, bien, qui me disent que je suis soit trop à gauche ou soit trop à droite, dépendamment de la personne. Ça c'est pas un problème. Ça, pour moi, au contraire, mais ayons cette conversation-là. Le problème, c'est quand cette accusation-là prend l'espace prend le pas sur et devient la norme de dire ce qui doit être dit ou pas. Si moi, comme prof, je décide de ne plus dire certaines choses parce que sur les médias sociaux, par exemple, on va dire Isabelle, c'est une extrême gauchiste qui rejette le capitalisme, mettons. Ce qui pour une politologue n'est pas banal hein, de se faire dire ça. Bien, si j'arrête de dire ces choses-là, bien, c'est là où je pense qu'il y a un problème. Donc, le fait qu'il y ait cette relation difficile est vraiment difficile dans le sens de exigeante entre les étudiants sur des volets de conversation qui sont difficiles à avoir, qui sont délicats, ça a toujours existé. La question, c'est à quel moment on arrête de les tenir parce que c'est trop menaçant. Et je pense qu'elle est là, la limite. Et là, je pense que les médias sociaux viennent nuire grandement à ça. Mais oui, juste sur cette question des médias sociaux, c'est drôle parce que tu disais sur Facebook, je te bloque. Donc, si j'ai plus envie de te voir, je t'enlève de ma tribu et puis je reste dans ma tribu. Sauf que dans les milieux de vie, ça ne peut pas être comme ça. À l'université, je ne peux pas appuyer sur un bouton et dire « Ah, je te bloque ». Bonne chance. Exactement. De la même manière que tu ne peux pas gérer un milieu de vie comme tu gères ta vie sentimentale si tu es sur Tinder. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc le problème à l'heure actuelle, c'est exactement ça, c'est que je pense que
on est en train de réviser nos comportements de relations humains à l'aune de la façon dont on les gère sur les réseaux sociaux. Puis je ne veux pas me faire anti-progrès, avoir l'air d'un vieux schnout, là, mais il y a quand même un enjeu ici majeur. Il y a quand même un enjeu majeur. Et à mon avis, cette notion du safe space, puis moi je suis d'accord avec l'idée que des communautés qui ont été souvent dominées et discriminées soient en lutte pour que dans les espaces aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça ne se passe plus. Donc moi je suis d'accord avec ça. Mais je pense que ça ne peut pas être synonyme de rupture d'un dialogue et de rupture totale d'une exposition à ce qui peut quand même nous irriter. Parce que sinon, c'est exactement ça qui est en train de se passer. On a vraiment et quelle que soit l'information, quelle que soit la mission de l'université, il y a une chose que l'université n'est pas, c'est l'autosatisfaitie et puis l'espèce de production des connaissances circulaires en vase clos. Ça ne marche pas. Et donc, le développement de l'esprit critique, je pense qu'on peut tous s'entendre à l'effet que c'est important. Alors, où est-ce qu'on le met versus, effectivement, le droit de ne pas être agressé, qui est évidemment fondamental dans un espace social, mais ce droit de ne pas être agressé est devenu non plus un droit, même pas de minorité, il est devenu un droit individuel. Sur les campus américains, vous avez des profs maintenant, dès qu'ils montrent des tableaux du XVIIe siècle, qui mettent un X sur les parties génitales des hommes et des femmes, qui disent « Attention, ici, là, je vais vous montrer une carcasse de bœuf éventré, là, attention pour les gens sensibles, et puis on met un gros carré, etc. etc. » Et donc, à un moment donné, le problème, à mon avis, quand même, devient que si on gère par l'individualité, on s'en sort plus très très bien, quoi, collectivement, et on passe à côté quand même de cette notion qui, à mon avis, est fondamentale de vivre ensemble. Et de vivre ensemble, c'est vivre avec aussi les gens qui ne nous ressemblent pas, hein. Il faut quand même qu'on les tolère. Parce que sinon, on s'en va vers une autre forme, à mon avis, de radicalité politique qui n'est pas beaucoup plus glorieuse à terme que celle qu'on a connue dans une histoire du dernier siècle. Donc je pense que c'est quand même fondamental. Je voulais juste réagir sur le bloc parce que ça me faisait penser à ça. Je bloque. Donc je te bloque aussi si j'ai pas envie. Non, arrête-toi de parler. Mais c'est difficile de dire ça quand même à un prof dans sa salle de cours. Ou même à un collègue, à un ami étudiant, étudiante, ou même à un membre du personnel. Je vous rappelle le risque. Si vous ne prenez pas la parole, nous, on continue. Ce n'est pas une menace, mais c'est un risque évident. S'il vous plaît. Dans le fond, pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Morin, tu sais, Facebook, comme un algorithme qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans des boîtes à écho. Là, on voit toujours des arguments qui nous confortent dans notre propre position. Est-ce que les étudiants ou les gens en général à l'université, ils veulent retrouver ça, si on veut, parce qu'ils sont habitués de jamais être confrontés, alors que là, quand ils sont assis dans une salle de classe, qu'il y a une opinion divergente qui leur est présentée, bien là, ils se sentent comme attaqués, pas bien. Est-ce qu'ils veulent comme retrouver cette satisfaction-là de toujours être confortés dans leur propre idée, genre, à l'université? Bien, moi, je pense que oui. Puis là, vous parlez des étudiants, mais les gens, là, oui, c'est ça. Et vous posiez la question à la fin sur quel était le rôle de l'université. Bien, moi, je pense que le rôle de l'université, à partir de mon expérience de prof, je reviens sur ça, là, c'est là qu'est ce sur quoi je m'appuie, mais vous avez parlé de l'impossibilité du dialogue, de la conversation, mais je pense que là, l'université a un rôle à jouer. C'est-à-dire que d'enseigner et de former au dialogue, ça se fait dans la vie. Moi, j'enseigne... On le disait tout à l'heure, Mme la doyenne me présentait en disant la place de la persuasion et de la confrontation. Moi, j'enseigne l'art de la persuasion. Moi, j'enseigne, je forme les gens à argumenter. Je les forme à argumenter pour gagner, d'accord? Il n'y a pas de doute là. Mais c'est possible de former les gens pour cette conversation-là. Puis ça ne va pas de soi, ça va pas... Personne aime se faire contredire, là. Bon, moi un peu quand même. Mais la plupart... On n'aime pas vraiment se faire contredire. C'est pas agréable, c'est pas le fun, mais ça s'apprend. Puis effectivement, si ça se perd à l'extérieur de l'université, notamment dans les médias sociaux, puis vous avez 100% raison que ça devient des belles petites bulles
réconfortante et rassurante. Ceci dit, on a vu ce phénomène-là avec d'autres médias par le passé aussi. C'est juste que les médias sociaux prennent vraiment beaucoup de place. Mais alors, c'est le rôle de l'université de former à ça. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'autocensure n'est pas la solution. Bien sûr, on peut faire attention à ce qu'on dit puis la façon dont on le dit. On peut être sensible au fait que quand on entre dans une zone délicate, bien, ça peut être interprété comme... Mais l'autocensure ne peut pas être la solution. Il faut former à cette conversation-là. S'il n'y a plus de place à l'université pour avoir des conversations difficiles, je ne sais pas où on va avoir ces conversations difficiles. Est-ce que l'université, il y a toujours eu des discours dominants? Je le pense. Et je ne conteste pas que ça va continuer. Ce n'est pas ça la question. Je ne veux pas qu'il n'y ait plus de discours dominants. Mais est-ce qu'on peut continuer de contester ces discours dominants-là, en tout cas à l'université? S'il vous plaît. Dites-moi oui, sinon je vais me mettre à pleurer. Là. C'est pas... mais c'est vraiment cette idée-là. Donc, est-ce que l'université a un rôle à jouer? Je pense que oui. Et ça passe. On forme nos étudiants en plein de choses. À l'éthique, au développement durable, à être de bons citoyens. Bien, moi, je pense que former les étudiants à cette conversation-là, c'est aussi le rôle de l'université. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que l'autre extrême de ça, ou c'est pas un extrême, mais la contrepartie de ça, c'est qu'il faut aussi que le corps enseignant accepte le challenge. Parce que le statut du professeur ou du chargé de cours est plus le même aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques décennies. Et moi, les discussions que j'ai eues beaucoup sur les notions d'extrémisme violent, par exemple dans les cégeps ou les universités, que ce soit suite aux attentats de Charlie Hebdo, etc., c'est aussi l'incapacité ou l'impréparation d'un professeur d'université ou de cégep à dialoguer et à être capable de confronter un point de vue peut-être plus radical qu'il a dans sa salle de classe. Donc le corps enseignant n'est pas dans son ensemble préparé à mener ce genre de débat. Sauf que on ne peut pas exiger de la part des autres qu'ils n'expriment pas, ou alors quand ils expriment, faire taire. Donc il y a aussi une évolution de notre part à nous en tant qu'enseignants par rapport à ces enjeux-là. Dans quelle mesure est-ce que dans nos salles de classe, on laisse s'exprimer des points de vue qui peuvent être des points de vue parfois pas violents, pas haineux, pas discriminatoires, mais mettons quand même radicaux. Parce que la radicalité politique, elle est quand même source de progrès. Hein. Les campus universitaires ont quand même mené des révolutions et des batailles. Encore récemment, le printemps arabe a en partie commencé dans les universités, fini dans la rue. Donc il y a quand même des points de vue qui sont des points de vue, dans une certaine mesure, révolutionnaires qui se passent. Et parfois, le corps enseignant est vu moins comme révolutionnaire que comme... non pas réactionnaire, mais conservateur. Quand je dis conservateur, ce n'est pas conservateur au sens partisan du terme. Conservateur au sens de on garde un statut, on garde une certaine forme de norme. Alors il faut, quand nous on dit à nos étudiants allez-y, et quand on dit on forme pour l'esprit critique, on forme pour la discussion, il faut nous-mêmes qu'à l'avant de la salle, on soit capable de recevoir des fois des coups qui arrivent vite et qu'on se sente prêt. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour un prof que de se faire peut-être clouer le bec par un argument et de ne pas être capable d'y répondre. C'est quelque part quand même professionnellement légèrement humiliant. En tout cas, on a tous des mauvais moments dans notre vie, hein, mais celui-là, c'est quand même un moment compliqué à gérer. Donc je pense que si on veut continuer et poursuivre ce débat-là, il est indissociable de la réflexion sur